Vous souvenez-vous ce que vous faisiez vendredi 13 mars 2020, lorsque le Conseil fédéral a décrété la fermeture des écoles pour cause de Covid ? Eh bien moi, je m'en souviens très bien parce que ça a été le premier jour d'une période assez mouvementée à la RTS, la radio-télévision suisse, dont j'ai beaucoup appris et une expérience que j'aimerais vous partager ce soir. Donc, vendredi 13 mars 2020, le matin, j'avais rendez-vous avec les responsables des gouvernements cantonaux de Suisse romande. Et avec mes collègues, je pense qu'on a à peu près attendu 1 heure avant qu'on veuille bien nous ouvrir la porte. Et quand on est entré dans cette salle surchauffée, je crois que le président de la séance, nous a accueillis avec des mots du genre « c'est la guerre, on va tout fermer ». Séance un peu surréaliste et évidemment raccourcie, à l'issue de laquelle la première chose que j'ai faite, c'est d'appeler ma femme pour lui dire, parce qu'elle est enseignante, délit d'initié, « tu n'as plus école à partir de lundi ». Puis j'ai appelé un de nos fils en lui disant « tu te dépêches d'aller au magasin de bricolage pour acheter de quoi tenir le siège pour la rénovation de notre maison ». Dans le fond, dans la famille Critin, les réserves de guerre, c'est plutôt pot de peinture et pot de colle que papier hygiénique. Et ensuite, je suis rentré à la maison pour organiser le grand basculement de la RTS dans le monde Covid. Et là, ce fut le grand saut dans l'inconnu. Comment allions-nous produire nos émissions en restant à la maison ? Alors ok, on télétravaillait déjà, mais à ce point, vraiment pas. Alors on a inventé des dizaines et des dizaines de nouvelles procédures, et comme vous le voyez sur l'image, par exemple, nos présentatrices et présentateurs du téléjournal ont dû apprendre à se coiffer et se maquiller toutes seules, y compris les hommes. Les réalisateurs ont dû mettre des gants chirurgicaux pour travailler sur les régies, les journalistes radio des masques pour parler devant le micro, et nous avons même organisé toute la logistique pour enfermer dans un bunker les rédactions de l'actualité au cas où la pandémie prendrait des proportions disproportionnées, ce que nous n'avons finalement pas fait. Pendant cette période, nous avons donc produit à la maison la totalité de notre offre digitale, les 2/3 de la télévision et à peu près 85% de la radio. Et là, je vous donne un truc, si vous voulez faire de la radio à la maison, le meilleur endroit du point de vue acoustique, c'est le placard à balai. Et voilà que 3 jours plus tard, le gouvernement suisse décrète l'état de situation exceptionnelle. Et pour la première fois, depuis la guerre probablement, nous avons diffusé ce message sur nos antennes. Recommandation du Conseil fédéral. Restez à la maison, en particulier si vous êtes malade ou si vous avez 65 ans ou plus. Sortez uniquement si vous devez aller travailler et ne pouvez pas travailler à domicile, ou si vous devez aller chez le médecin ou à la pharmacie, ou si vous devez acheter de la nourriture ou aider quelqu'un. Le Conseil fédéral et la Suisse comptent sur vous. Ce jour-là, la Suisse s'est arrêtée. Et quand il ne se passe plus rien, plus de vie politique, plus de vie sociale, plus de sport, plus de concerts, plus de festivals, chez nous, c'est silence radio, écran noir. Alors nos équipes ont fait preuve d'une réactivité et d'une créativité admirables. En quelques jours, il a fallu réinventer les émissions et toutes les semaines, redessiner les grilles de programme. Pendant cette période, notre mission de service public a pris un sens encore plus fort que d'habitude. Comme le disait le slogan que nous diffusions à l'époque, nous étions là, avec vous, plus que jamais, pour vous informer, vous accompagner et vous divertir. Je me suis demandé comment je pourrais représenter ce que nous avons vécu pendant cette période et jusqu'à aujourd'hui. Et voilà ce que ça donne. C'est joli, hein ? Alors, ça n'est pas un ver de terre, mais c'est exactement la courbe du changement d'Elisabeth Kubler-Ross, cette courbe qui dessine les étapes émotionnelles par lesquelles nous passons lorsque nous vivons, par exemple, un deuil ou une transformation. Dans la première période, nous avons vécu une phase fulgurante d'euphorie, de créativité immense, comme je disais, où nous avons en quelques jours réadapté toutes nos grilles de programme, nos façons de travailler, nos modes de production. Puis, à partir de l'été, la deuxième période était plutôt un plateau. Une période pas facile à vivre, pas facile à manager notamment, avec des équipes divisées entre celles et ceux qui avaient peur et celles et ceux qui relativisaient la situation. Une période d'incertitude, rappelez-vous,
une sorte de tunnel dont on ne sait pas trop comment on va sortir, avec cette fatigue psychologique qui commençait à peser sur le moral, cette fatigue Covid comme on a appelé. Puis la troisième période, celle qui descend, c'est après les levées des restrictions. Alors là, je vous le dis très simplement, mesdames, messieurs, ça a été le grand retour en arrière. Mais comme nous étions tout feu, tout flamme pendant la première période, nous allions tous et toutes réinventer le monde et le fameux monde d'après. Eh bien, il ne s'est rien passé. En fait, nous sommes tous retournés en arrière, en particulier chez nous à la RTS, on a oublié à peu près tout ce qu'on avait imaginé. Mais c'est tout à fait naturel, vous savez, parce que pour survivre, nous les humains, on a besoin de retrouver nos marques, d'être rassurés par ce qu'on connaît. Et donc aujourd'hui, c'est la dernière période, nous essayons de remonter la pente en essayant de retrouver les bonnes pratiques que nous avions pendant la période Covid et en essayant d'améliorer le système. Je vous donne 2 exemples. Le premier, c'est le télétravail, ou disons ce qu'on appelle chez nous le travail hybride, qui implique un management hybride. Quand nous avons décidé que les gens retournaient, notre personnel retournait sur le site, nous nous sommes demandé s'il fallait continuer avec la politique d'avant, puisque nous avions déjà le télétravail, ou s'il ne fallait pas avoir l'audace de faire un pas de plus et de décider ce que nous avons décidé, que finalement, à la RTS, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. C'est que chaque équipe, nous avons 70 métiers, chaque équipe, avec son manager, convient de la façon d'équilibrer vie professionnelle et vie privée, mais en faisant en sorte que les objectifs soient atteints, la qualité soit atteinte et qu'on ne prétérite pas le travail des équipes partenaires. Deuxième exemple, la subsidiarité, qui est un modèle vertueux de délégation de compétences et de pouvoir. C'est quelque chose qu'on connaît très bien en Suisse, en politique suisse, rapport commune, canton, État, confédération, mais pas beaucoup dans les entreprises. Si nos équipes ont été si performantes, si créatives pendant la période Covid, ce n'est pas seulement parce que tout le monde partageait le sentiment d'urgence, mais c'est aussi parce qu'à ce moment-là, nous leur avons laissé une très grande autonomie. Et finalement, nous avons fait descendre le pouvoir de décision le plus bas possible. Quand nous avons créé la cellule sanitaire ou cellule de crise, la seule instruction que je donnais à la personne responsable a été la suivante. Tu décides tout. Mais s'il y a un sujet sur lequel tu penses ne pas pouvoir décider, tu m'appelles. La subsidiarité, c'est une forme de délégation inversée. Ce n'est pas l'échelon supérieur qui délègue une partie de ses compétences à l'échelon inférieur, tout en étant toujours responsable. C'est à l'envers, les échelons inférieurs qui ont a priori toutes les compétences, sauf celles qu'elles délèguent à l'échelon supérieur. En octobre 2020, deuxième vague Covid, comme si la crise sanitaire ne suffisait pas, voilà qu'une autre crise s'abat sur nous, avec la révélation publique d'affaires de harcèlement qui remontaient du passé. Nous avons ouvert des enquêtes indépendantes qui ont avéré certaines situations et d'autres pas. Cette crise a été très violente. D'abord parce qu'elle touchait à l'humain et non pas au business, et avec toute la charge émotionnelle que vous pouvez imaginer. Cette crise a été très violente parce que nous étions pris sous un faisceau de pression. Pression interne, pression publique, pression médiatique, pression politique aussi, puisque la RTS est une entreprise de service public. Cette crise a été très violente également parce que nous avons dû la gérer à distance, avec 60% de notre personnel à la maison. Alors je vous laisse imaginer des réunions du personnel, la direction devant une seule caméra, 1200 personnes connectées derrière leur écran, pour parler de sujets aussi difficiles, sans voir la réaction des gens, sans voir les gens eux-mêmes. Je ne souhaite à personne de vivre une telle crise, d'être à la tête d'une entreprise aussi ballottée par les flots. Mais cette crise que nous avons surmontée avec succès et sur laquelle nous travaillons encore aujourd'hui, nous a rendus plus forts et meilleurs. Elle nous a permis de renforcer notre dispositif de protection de l'intégrité personnelle et de libérer la parole. Elle nous a permis de faire évoluer la culture d'entreprise avec une charte engageante de principes incontournables et de comportements attendus. Elle nous a permis de faire évoluer le management, la culture managériale vers un leadership équitable et bienveillant. De cette crise, j'ai beaucoup appris, plus que dans la crise sanitaire encore.
sur moi-même, sur le rôle de leader et sur les différentes façons que nous avons toutes et tous de réagir face à des crises. Parce qu'une crise, c'est un puissant révélateur de ce que nous sommes profondément en tant qu'individu, en tant que collectif, en tant qu'organisation. Face à une crise, on ne ment pas, on ne fait pas semblant. Alors, j'ai envie ce soir de vous partager 4 recommandations qui peuvent se résumer en 4 verbes. Oser, oser, oser et encore oser. Première recommandation, oser faire face. Vous savez, l'animal qui est attaqué, il a 3 possibilités. Soit il fait le mort, soit il fuit, soit il attaque. Nous, les animaux humains, réagissons exactement de la même manière. Face à une crise, face à un danger, nous pouvons faire le mort, être tétanisés et attendre que ça passe. Nous pouvons aussi fuir, nier la réalité, se réfugier dans le passé, au risque de commettre les mêmes erreurs. Ces 2 premières réactions, j'aimerais ici que nous nous déculpabilisions. Ces 2 premières réactions sont tout à fait naturelles. Parce que pour être en sécurité, pour se protéger, il faut se retirer. Mais le repli est une impasse. Et si le contexte ne change pas, contexte de crise, comment vais-je pouvoir sortir de cette impasse si moi, je ne change pas ? Donc la 3e solution, attaquer pour l'animal, c'est la meilleure. C'est-à-dire se dresser face à la crise, faire face à la crise, prendre la situation à bras-le-corps. Et comme le judoka, épouser les mouvements de la crise pour en faire un tremplin, en faisant preuve de créativité et d'imagination. Un exemple, comment nous avons fait face. Le premier jour de ces révélations publiques, la presse nous a accusés de cacher ces affaires de harcèlement et d'organiser la loi du silence. Alors, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur ce sujet, nous avons, le premier jour, décidé courageusement d'ouvrir une ligne externe pendant 3 mois et de permettre à toute personne ayant travaillé un jour à la RTS, sans limite de temps dans le passé, de témoigner si elle avait vécu quelque chose de grave. Je connais peu d'entreprises et d'administrations publiques qui ont osé le faire, même après MeToo. 2e recommandation, oser aller au contact. Il n'y a rien de pire que de piloter une crise ou une transformation en restant dans sa tour de contrôle. Il faut descendre sur le tarmac, aller voir les gens, discuter avec les gens, les écouter, prendre un peu, si vous me permettez, en pleine figure leurs réactions aussi. 3e recommandation, oser être humble. Quand il y a une crise, tout le monde court vers la direction pour trouver les réponses. Et forcément, nous sommes éduqués avec cette idée que quand on est chef, quand il y a une autorité supérieure, elle sait évidemment tout, elle peut tout, etc. Mais dans la réalité, je suis désolé, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est peut-être dur à admettre, mais c'est pas vrai. Moi, je crois qu'une des grandes qualités d'un dirigeant ou d'une dirigeante, c'est l'humilité. C'est la capacité de laisser du temps au doute et au questionnement avant de prendre une décision. C'est la conscience qu'une partie de la réalité nous échappe, ce que j'appelle des angles morts. Et comme au volant, pour éviter l'accident, il faut tourner la tête de tous les côtés en allant chercher le maximum d'informations le plus largement possible. Et en matière d'angles morts, je suis devenu un spécialiste. Parce que voilà qu'avec cette crise des affaires de harcèlement du passé, nous avions des situations que nous ne connaissions pas, mais qui étaient là, devant nous, comme des éléphants dans la pièce. Je crois que l'humilité est donc, comme je le disais, une valeur cardinale d'un dirigeant. Être dirigeant, ça n'est pas tout commander, mais c'est être capable de rendre les choses possibles. Être dirigeant, ça n'est pas tout contrôler, mais c'est être capable d'activer la capacité d'action et d'entrepreneuriat chez notre personnel. Être dirigeant, ça n'est pas tout savoir sur tout, mais c'est être capable de promouvoir l'intelligence collective. Parce qu'à la fin de la journée, c'est toujours l'équipe qui gagne, rarement les individus et encore moins le chef ou la chef. 4e recommandation, oser être positif. Le premier jour de la crise également, nous nous sommes dit
que si nous pouvions surmonter cette crise, eh bien, elle aurait peut-être quelque chose de bon pour nous, qu'elle nous permettrait d'être meilleurs. Et cette conviction, partagée au sein de la direction de la RTS, a été pendant tous ces jours et toutes ces semaines et tous ces mois une boussole pour nous. Être positif, c'est pas facile tous les jours, surtout en pleine crise, croyez-moi. Mais ça vous donne une force à soi-même et aux autres très puissante. Et cette force que vous donnez aux autres, ils vous la rendront au centuple. Être positif, c'est pas voir la vie en rose, être naïf, c'est voir les choses telles qu'elles sont, avec objectivité. Être positif, c'est être capable de repérer les leviers de changement, et notamment toutes les personnes autour de vous qui ont envie de faire équipe avec vous pour le changement. Être positif, c'est au milieu du brouillard, être capable de déceler les lueurs, les petites lueurs et les signes d'espérance qui seront comme une étoile polaire pour vous pendant la traversée. Être positif, c'est avoir la conviction, comme le disait si bien Paul Claudel, que le pire n'est pas toujours certain. Alors, osez être positif et bonne route.